Entrez. Merci. Merci. Après vous. Merci beaucoup. Entrez. Merci de passer me voir aujourd'hui. Je vous présente ma petite fille, Mame Diarra. Mame Diarra. C'est mon amie. On était en train de prendre le petit déjeuner. Vous voulez prendre un petit café avec nous? Non, non, du jus d'orange. Ah, d'accord. Ça me suffit. Voilà. Thiago Ndiaye, c'est peut-être facile et un peu difficile à dire parce que j'ai un parcours quand même un peu atypique. D'emblée, je suis une mère de famille de 4 filles et 6 petits-enfants. 3 garçons et 3 filles que j'adore. Vous en connaissez une, Sokhna Bali. Voilà. Mamie, elle est tout le temps là pour nous. Et puis aussi, parfois, elle nous achète des chocolats. Et elle nous fait les courses uniquement pour nous. Et elle nous achète des bonbons, des sucettes, des réglisse. Et aussi, elle nous demande de faire nos exercices, de faire nos prières. Quand elle prie pour nous aussi. Elle prie pour toute la famille. Si je parle de mon parcours, je vais remonter sur Saint-Louis du Sénégal. Mais je suis née à Diourbel parce que mon père était fonctionnaire, comme à l'époque la période coloniale et après les indépendances. Les Saint-Louisiens avaient la chance de fréquenter les écoles et des cadres de l'administration. Donc mon père a servi très longtemps à Diourbel et dans d'autres régions du Sénégal. Comme administrateur civil, il a été préfet, etc. selon ses dernières fonctions. Quand mon père était fonctionnaire à Diourbel, ma grand-mère, vous savez, comme toute bonne Saint-Louisienne, dès qu'on avait atteint l'âge d'aller à l'école, elle demandait à mon papa et à ma mère qu'on nous envoie à Saint-Louis pour nous civiliser, entre guillemets, parce qu'on était nés dans les régions. Et à l'époque, les gens des régions étaient considérés comme des broussards. On est allé à Saint-Louis vivre avec ma grand-mère et j'ai commencé ma première école à Saint-Louis, à l'école Léontine Graciane, qui est juste à la sortie de Pont-Faidherbe. Et à la suite, nous avons fréquenté l'école artillerie de Louga et c'est là où j'ai obtenu mon examen en entrée en 6e et je suis allée à l'école normale des jeunes filles qui étaient à Rufisque. Et vous savez, à l'école normale, à l'époque, on prenait que 35 jeunes filles dans tout le Sénégal. Le Sénégal était constitué de 5 régions et on prenait 7 personnes, 7 jeunes filles classées vraiment dans les meilleures, dans les 5 premières à l'entrée en 6e au CEP et on les amenait à l'école normale. Donc après ce séjour à passer à l'école normale où j'ai obtenu mon brevet d'études supérieures, je suis allée donc enseigner au cycle élémentaire, à l'élémentaire. Et après ça, j'ai eu la chance, quand j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée. Aussitôt après 5 ans, nous sommes allés au Gabon. Nous avons été les premiers coopérants. Et c'est au Gabon où j'ai fait mon baccalauréat. Et c'est au Gabon que j'ai fait ma première année de psychologie, de DEUG jusqu'en DEUG. Et à la suite de cela, donc nous avons quitté le Gabon parce que mon mari, entre-temps, est devenu fonctionnaire des Nations Unies. Il est allé en Éthiopie. Moi, je suis allée à Lille, en France, pour reprendre des études. Faire donc de la psychologie de la petite enfance, psychopathologie, enfin tout ce qui est psycho. Je n'ai pas eu le temps de terminer parce qu'il fallait que je le retrouve en Éthiopie avec mes enfants. Donc je suis allée en Éthiopie le joindre avec mes enfants, où j'ai enseigné au lycée français Gebré Mariam, franco-éthiopien. Et à la suite de notre séjour en Éthiopie, moi je suis revenue au Sénégal avec mes enfants sont retournés à l'internat en France. Et c'est à mon retour que j'ai intégré le ministère de l'Éducation nationale qui m'a mise à disposition du ministère de la Femme parce que Mme Dioro Ndiaye avait besoin d'une conseillère technique pour la famille et compte tenu de mon profil, donc j'avais le profil désigné pour être conseiller technique en charge de la famille. Vous
savez, c'est difficile et pas facile de travailler avec Madame Ndioro Ndiaye. C'est une femme qui est engagée et ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande aussi des compétences parce qu'elle avait l'habitude de dire « Je ne cherche pas des personnes spécialisées. Vous êtes spécialiste, mais je vous demande d'être polyvalent. Chaque fois que j'ai besoin de vous sur une question qui se rapporte à la femme, à l'enfant ou à la famille, vous devez être en mesure de me répondre et de réagir tout de suite. » On a fait un travail formidable parce que c'est l'année où c'était l'année internationale de la famille en 1994 et nous avons été primés compte tenu des actions que le ministère avait faites. Avec Madame Ndioro Ndiaye en tant que ministre aussi, elle a organisé le premier sommet mondial pour les enfants qui s'était passé à New York. Abdou Diouf était parti avec Aminata Diallo, la jeune fille que vous connaissez. Avec Ndioro, on a mis en place une étude qui s'appelle Étude Femmes 2015 et que ce livre-là, c'est un livre de chevet pour toute femme. Si vous avez ce document aujourd'hui, ça retrace les contextes, les thématiques d'aujourd'hui. Parce que dans ce livre, on y parlait déjà du genre, on y parlait de la paix, on y parle de la sécurité, on parle de l'égalité homme-femme dans ce livre et tout ça, c'était dans son programme. Il y a de grands programmes qui ont été développés. Par exemple, c'était le premier projet multisectoriel destiné au groupement de promotion féminine, déroulé au niveau des 5 régions du Sénégal, Dakar, Thiès, Diourbel, Kédougou et Tambacounda. Je suis restée au ministère jusqu'en 2000, quand il y a eu le changement de gouvernement. Aussitôt après, je me dis je vais aller aux États-Unis parce que mes enfants ils faisaient leur étude à l'époque. J'ai dit je vais en profiter pour reprendre mon anglais, pour m'initier à l'informatique, mais également reprendre d'autres choses. Ainsi, je suis allée à Washington où vivaient mes enfants et en Floride. J'ai repris des cours d'anglais, je me suis mise à l'informatique. Et l'année d'après, je suis allée à Lille parce que c'est la ville où j'ai eu à faire mon premier cycle en psychologie. Je suis retournée pour reprendre un diplôme de 3e cycle, un master en ingénierie de projets et programmes de coopération. Pourquoi? Parce que j'avais capitalisé 10 ans d'expérience dans des projets de développement. Et il me fallait un diplôme universitaire de 3e cycle pour consolider ces acquis. Tenez-vous bien, j'avais 50 ans. J'avais dans ma classe des étudiants de 22 ans, 23 ans qui m'appelaient maman, il n'y avait que des toubabs, et qui me disaient souvent « Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Tout ce qu'on pose comme question, vous le savez. » J'ai dit oui, j'ai l'expérience de terrain, mais c'est la théorie et le diplôme qui me manque. C'est juste ce que je suis venue chercher. Et en fin d'année, j'ai eu ce diplôme avec mention. Donc je m'en réjouis, une femme de 50 ans, déjà grand-mère d'une petite fille de 2 ans, venir reprendre les études, ça aussi c'est un défi auquel je me suis exercée. Vous n'êtes pas retenue aujourd'hui, c'est vendredi. Militante chevronnée de la cause des femmes et des enfants, Madame Ndiago Ndiaye n'a de cesse de se battre depuis des décennies pour mettre au cœur des politiques les questions liées à la famille. Rien d'étonnant pour cette femme spécialiste du social qui a exercé d'abord en tant qu'enseignante de mettre sur pied une école primaire pour partager sa riche expérience dans l'éducation avec les enfants qu'elle chérit tant. Bon, c'est une maman qui est très très généreuse. Et nous, on a beau avoir de l'âge, parce que moi maintenant j'ai une fille qui a 20 ans. Donc je ne suis plus une jeune enfant. Mais dès qu'il y a le moindre clic ou bien quelque chose qui cloche, je cours vers elle. Maman, tu sais, il y a telle chose qui m'est arrivée. On discute, elle nous donne des conseils. Ça se passe comme entre mère et fille. Hein. On a beau être dans un cadre professionnel, mais il n'en reste pas moins qu'elle va se comporter toujours comme si on était à la maison. Donc déjà à l'école, elle donne... Tout le monde ici m'appelle Madame Collet, mais dès qu'elle arrive à la porte, elle commence à crier « Maman, où est-ce que tu es ?» Et donc voilà. Donc, mais quand même, je peux dire qu'elle est très très exigeante avec nous. Et malgré qu'elle ne soit plus totalement à l'école, parce que de par ses activités, elle est occupée ailleurs. Donc je peux dire que quand même, souvent, elle passe pour voir comment ça se passe, s'il y a des problèmes vraiment qui sont au-delà de nos capacités. Elle est là pour nous épauler parce que bon, on va profiter, disons, de son expérience. Elle a géré cette école-là au moins pendant 7 ans et moi je suis venue après. Quand je suis donc allé à la retraite, un ami à moi, un intime à Diago en même temps, m'a demandé de venir lui prêter main forte et partager avec elle mon expérience d'enseignant.
J'ai été directeur d'école dans le public pendant 35 ans. C'est fort de cela que je suis là. J'ai appris à le connaître, mais aussi à l'aimer au cours du temps. Je sais que elle est une militante. Militante pas politique, mais militante des causes justes. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'est investie dans l'éducation. Ce n'était pas pour gagner de l'argent, mais c'était au moins pour accomplir une mission à laquelle elle a toujours cru. Elle était enseignante avant. C'est après qu'elle a décroché pour s'activer dans le domaine du développement et de la défense des intérêts, surtout des démunis, surtout du côté des femmes. On a travaillé ensemble pendant 5 ans. J'ai vu son investissement pour la cause des enfants, mais aussi des déshérités. Si on a un effectif de 300 élèves, il y a au moins un tiers des enfants qu'elle prend en charge parce qu'ils sont étant issus de familles de conditions un peu difficiles. Moi, on me dit que j'ai une fonction vraiment très sociale et c'est ce qui me marque. Un peu, c'est peut-être ma marque de fabrique. Parce que ce qui m'a formaté, c'est le mouvement des éclaireurs du Sénégal. Très tôt, à 14 ans, j'étais éclaireuse. C'est un mouvement citoyen très formateur. On vous apprend à vivre ensemble, on vous apprend la solidarité, on vous apprend à faire des recherches pour aiguiser, pour vous motiver, éveiller vos connaissances. On vous apprend à faire la cuisine, on vous apprend énormément de choses. Mais déjà, jeune, je regroupais des enfants dans le logement familial de mes parents et pendant les vacances, on s'exerçait à des jeux, etc., etc. Et ça m'a poursuivi. Très tôt donc, j'ai été une grande militante des associations de femmes pour la cause de l'enfant, pour la cause des femmes. Et ainsi, je fais partie de plusieurs associations, je ne peux pas les citer toutes. Diago Ndiaye, c'est surtout une experte des questions de paix et de sécurité humaine, une activité qu'elle mène notamment à travers le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest. Ce groupe de travail Femmes, d'abord c'était le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest. Ce n'est qu'après, avec l'avènement, la rentrée des jeunes Sophie et autres là, qu'on a changé l'appellation. Et surtout, quand les Nations Unies ont pris la résolution 2250 pour les jeunes, on a dit maintenant il faut ouvrir aux jeunes. Parce que c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui interpelle les jeunes à s'investir dans des questions de paix et de sécurité. Donc moi-même, j'ai dirigé ce groupe de travail pendant 2 ans. Après moi, il y a eu Waré, ensuite Sophie. C'est un groupe de réflexion, un cadre de réflexion et d'échange selon des thématiques. On discute sur les questions de paix et de sécurité, sur la promotion des femmes, sur la promotion des jeunes, sur la promotion des droits humains. C'est ça l'essentiel du groupe. Donc c'est un groupe qui regroupe aussi bien des organisations de la société civile, jeunes comme femmes, il y a plus d'une centaine, mais également qui reçoit des partenaires, qui reçoit des syndicalistes, des entrepreneurs, des universitaires. Le groupe existe dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Souvent, le groupe est représenté dans d'autres pays par le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO ou les cellules nationales qui représentent le groupe là où le groupe n'a pas de représentant. Mais la cellule du Sénégal fait partie des cellules les plus dynamiques. L'instrument principal, à l'instar des organisations qui travaillent sur les questions de paix et de sécurité, est la résolution 1325. C'est une résolution qui a été prise en 2000 qui comporte 3 piliers. Le premier pilier concerne la prévention. Il faut prévenir que guérir. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des actions de prévention pour qu'il y ait la paix et la sécurité? Mais également la protection. Qu'il y ait conflit ou pas, comment faire pour protéger les femmes et les jeunes et les enfants par rapport à certaines questions, par rapport aux violations de leurs droits, par rapport aux questions de violence, etc. Et le troisième pilier concerne la participation, parce qu'on interpelle les autorités, que ce soit de haut niveau aux Nations Unies ou dans d'autres organisations qui sont dans les espaces, mais on les interpelle et nos gouvernements pour que les femmes soient impliquées, les femmes et les jeunes soient impliqués dans toute question ou toute décision qui doit être prise concernant donc leur situation. Par exemple, en matière de terrorisme,
Vous savez, c'est une question qui est apparue bien après la création du groupe. Certes, ça existait, mais la recrudescence donc des djihadistes et autres est apparue bien après. On a été obligé d'y travailler, de demander aux femmes de s'impliquer. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont autant actrices que victimes. Elles sont actrices parce qu'on les utilise pour transporter des armes, on les utilise pour donner des renseignements, on les utilise, si vous voyez en Casamance, qui est tout près de nous, quand il y a eu le conflit casamancé qui commence à ressurgir, ce sont les femmes qui transportaient dans leur panier des armes légères, des mines, etc. Donc c'est dans ce même sillage qu'au niveau des autres pays africains aussi, que nous avons noté que les femmes, elles sont actrices, mais aussi elles sont victimes. Victimes parce qu'elles deviennent même des chairs à canon. Elles portent des bombes pour aller dans les marchés, pour aller dans les églises et se font exploser. Et vous avez vu en matière de conflit, chaque fois qu'il y a conflit, ce sont les femmes et les jeunes et les enfants qui payent souvent le plus lourd tribut. C'est pour ça qu'on attire leur attention, on leur donne des informations pour qu'elles soient sensibilisées sur cette question et pour qu'elles s'impliquent davantage dans la sensibilisation, surtout auprès des jeunes, concernant les actes terroristes, mais aussi concernant la migration. Parce que la migration aussi est un terreau favorable, c'est un terreau fertile qu'utilisent les djihadistes pour recruter des jeunes. Je voudrais un peu qu'on discute sur une collaboration concernant une activité que nous pouvons faire entre le RESPECO, le groupe de travail Jeunes Femmes, Paix et Sécurité, et WANEP. Parce que WANEP est un partenaire d'appui aussi assez important, qui joue un rôle important dans l'espace. Donc d'abord, cette activité, peut-être, on va faire un projet test ici, et puis essayer de l'étendre au niveau de la sous-région. Je souhaiterais vous présenter un peu notre présidente par rapport aux activités qu'on avait déjà faites. Vous êtes un partenaire, donc vous devez connaître avec qui vous avez affaire, avec qui vous travaillez. Une grande dame de valeur, une maman, une tante, une éducatrice. Elle nous met sur le bon chemin. Tout le temps, elle est au téléphone. Toutes les activités sont suivies. Toutes les activités sont évaluées. Comme je vous dis, une maman, une grande sœur, même une grande sœur, je la taquine et dis nous sommes de la même génération, mais machallah, elle ne peut pas se rabasser, on est de la même génération, j'y tiens. C'est tellement que je dis la même génération parce qu'elle est d'une ouverture d'esprit, comme on le dit chez nous, machallah, c'est pour cela que je dis, et comprend tout le monde, le grand comme le petit. Tata Diago est une grande référence pour nous, en tout cas nous les jeunes. Parce que chaque fois, quand elle fait une activité, une initiative, elle élargit aux jeunes. Elle pouvait peut-être s'en limiter aux organisations de femmes, mais elle est toujours dans l'approche intergénérationnelle. Je pense que c'est la meilleure façon de former les jeunes, mais également c'est la meilleure façon de préparer la relève. Nous, on a eu beaucoup de chance, en tout cas moi je fais partie des jeunes filles qui ont eu beaucoup de chance d'être encadrées par Tata Diago au niveau de l'AFAD, de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Ce matin, j'ai essayé de chercher une ancienne photo, où on avait une photo qu'on avait prise ensemble avec Ramatoulaye. Mais beaucoup de gens me demandent, mais Sophie, Tata Diago, vous la connaissez depuis longtemps? C'est parce que tout simplement, elle nous a encadrés depuis l'université. Donc c'est tout à fait normal. Moi, en tout cas, moi je lui voue beaucoup de respect. C'est, comme on dit, la jeunesse c'est un état d'esprit. Donc ça aurait été une autre, elle serait peut-être en train d'accompagner ses petits-fils, alors qu'elle est là avec ses sœurs. Donc pour leur montrer que on peut encore faire pour notre société. Donc ça, c'est du patriotisme. Donc c'est de l'engagement. Vous savez, j'appartiens à une organisation qui est mondiale, Université des personnes du 3e âge. C'est une université virtuelle qui regroupe beaucoup d'expertise. Mais on a un proverbe qui dit « on vieillit quand on cesse d'apprendre ». Tant qu'on peut apprendre, communiquer, parce que ce que nous faisons, c'est de l'apprentissage. C'est là où on vieillit. Donc nous, on refuse de vieillir dans cette université parce qu'on est en mesure d'apprendre et de donner du savoir. Tata Diago, je l'ai connue dans le groupe de travail des femmes, paix et sécurité, il y a 5 ans de cela.
et elle est toujours égale à elle-même. Elle est toujours dans son engagement, dans le travail, à motiver les gens, à les rassembler, à avoir cet esprit de synergie. Dès que la maladie, la pandémie a été déclarée au Sénégal, le 2 mars, je pense, le premier cas qui s'est déclaré, avant même que le président fasse son appel, nous, on s'est dit à l'interne, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter comme contribution, comme riposte par rapport à la pandémie? Ainsi, nous avons passé par le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité, parce que le groupe riposte n'existait pas. Nous avons passé cette information pour leur dire que nous voulons mettre en place une organisation de riposte pour les femmes. Les associations qui souhaitent contribuer donc, peuvent nous rejoindre. Et c'est ainsi qu'en moins d'1 mois, 65 associations de femmes. Et je vous parle des associations faîtières. C'est-à-dire les faîtières, c'est des associations qui regroupent plusieurs associations. Mais également des personnes de bonne volonté et d'engagement sont venues nous rejoindre, une centaine. Ainsi, nous avons confectionné des documents, nous avons fait des appels à dons. Et le premier don que nous avons reçu, uniquement constitué par la contribution des organisations, ce don a été remis au ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Si on évalue, à peu près, ça fait 3 millions de francs CFA. À la suite de cela, les partenaires nous ont appelés, ONU Femmes, au commissariat aux droits de l'homme, VLF Voix et Leadership des femmes, l'agence de sécurité de proximité. Ces organisations, ces institutions sont venues et nous ont donné des contributions assez importantes qui a permis de toucher 350 familles directement, dirigées par des femmes chefs de ménage au niveau de la région de Dakar seulement. Mais dans les 4 départements, Rufisque, Pikine, Guédiawaye et Dakar. Un don assez important qui évalué tourne autour de 58 000 francs par don et par famille. Voilà. Et juste, nous avons à la suite de cela organisé un webinaire, comme c'est ce qui est à la mode, pour présenter le rapport bilan, ce rapport bilan qui nous a permis de faire des recommandations et de dégager des perspectives. Le travail acharné que Mme Ndiaye abat au quotidien au sein des organisations de femmes lui a valu d'être élue en 2017 présidente du REPS-FECO, Réseau, Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Un autre challenge qu'elle est en train de relever avec brio. Le REPS-FECO est une organisation qui a été créée par les femmes et pour les femmes, qui a été créée en 2009 à Abidjan. Mais le point de départ, c'est 2017. Après les événements du Libéria et de la Sierra Leone, un groupe de femmes ressorties de ces pays qu'on appelle les pays du fleuve Manon. Il s'agit du Libéria, il s'agit de la Sierra Leone, il s'agit de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Se sont organisées pour mettre en place un réseau de femmes. Et ils ont énormément travaillé en ce qui concerne la médiation par rapport au conflit du Libéria et de la Sierra Leone. Parce qu'elles sont parvenues à mettre en place autour de la table les différents acteurs qui étaient impliqués dans ce conflit pour ramener la paix, etc. etc. Mais la CEDEAO, c'est 15 pays, ce n'est pas que 4 pays. Les autres femmes ont senti le besoin, avec l'appui des partenaires, donc, de mettre en place un réseau plus vaste qui englobe les 15 pays. Ainsi, il y a eu des réunions préparatoires qui se sont tenues entre 2007 et 2009 à Accra. Et à la suite de la dernière réunion, il a été décidé et recommandé de mettre en place ce réseau qui a été créé en 2009 à Abidjan. Et donc, Abidjan, la Côte d'Ivoire, qui a dirigé le réseau, le siège régional a été à Abidjan de 2009 jusqu'en 2017, lors de l'Assemblée générale, où j'ai vraiment... j'ai vraiment été élue. Donc voilà, c'est un sentiment de satisfaction. Pourquoi satisfaction? Parce qu'on voulait redynamiser le REPS-FECO. Et je sais qu'avec l'équipe qui est en place, qu'on avait mis le nouveau bureau, on pouvait relever ce défi. On nous avait assigné des responsabilités. Redynamiser le REPS-FECO, installer le REPS-FECO dans les pays anglophones, parce que pendant presque 10 ans, le REPS-FECO fonctionnait avec 5 pays seulement, et pourtant on dit que c'est une organisation régionale. Ensuite, faire venir, reconquérir les bailleurs de fonds,
pour que leur confiance revienne, parce que les bailleurs de fonds aussi nous avaient tourné le dos, ainsi de suite, mais également renouveler nos instances dans les pays, les cellules nationales. Voilà ce que nous avons été assignés. Et je pense, mais également mettre en place un site web, mettre en place un manuel de procédure, etc. Dieu merci, tout ça, on l'a réalisé. Nos relations datent de très longtemps, donc ça fait plus de 15 ans, presque 20 ans que nous travaillons ensemble. Donc sur le plan professionnel, c'est une personne très exigeante, également très avertie, ouverte d'esprit, et également qui a beaucoup de connaissances par rapport aux thématiques sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années. Également, ceci est également apprécié par nos partenaires, sa réactivité également et son niveau professionnel par rapport au travail. Elle aime le travail bien fait, le travail vite fait et également le travail fait dans de très bonnes conditions. Elle a un leadership que vraiment toutes les organisations au niveau national, régional reconnaissent en elle. Donc ça également, c'est un des atouts qui font pratiquement que la structure a vraiment cet envol. On souhaite que la paix revienne, on souhaite que la stabilité règne dans nos pays, parce qu'on ne peut pas parler de paix et de développement, de paix et de sécurité sans le développement. Il faut donc asseoir cette paix, asseoir cette sécurité pour pouvoir parler de développement. Et on ne peut pas parler de développement sans parler de santé, parce que tant que nous vivrons avec cette pandémie, nous aurons peur d'aller travailler, nous aurons peur d'aller sortir, nous aurons peur d'aller mener des activités de grande envergure. Donc mon mot de la fin, c'est la paix, la sécurité, la stabilité de notre espace qui nous mène vers le développement. Voilà.